Bonjour à tous, chers étudiants de CS1 et ECE1. Je vous retrouve pour un nouveau cours sur l'animal. Petit rappel de ce qui précède, donc je vous avais proposé une grande première partie qui s'intitulait de la chasse à la domestication et qui a abordé durant un premier paragraphe la très vaste période du Paléolithique où nous avions été essentiellement des chasseurs d'animaux, des cueilleurs et des chasseurs. Notre rapport à l'animal est un rapport un peu brutal bien évidemment puisque nous les chassons ces animaux, mais c'est surtout un rapport à l'animal sauvage. Cet animal que nous chassons, nous avons cependant développé un rapport symbolique à son endroit, puisque nous demandons pardon avant de tuer l'animal proie, si bien que je vous avais montré que déjà le rapport se complexifiait à l'endroit de l'animal. Dans un paragraphe 2, nous avions abordé la période du néolithique à partir de moins 12 000 environ, qui est l'entrée dans la période de l'Holocène, durant laquelle nous allons découvrir d'autres rapports avec l'animal, notamment à travers la domestication et l'élevage de ce dernier. Il devient notre possession, et je vous avais proposé une analyse du lien entre pécus, qui désigne le bétail, et donc le côté pécuniaire de cette relation pour nous, un animal, et cette fois possédé, il est une richesse pour nous-mêmes. Enfin, m'appuyant sur les travaux d'Elisabeth de Fontenay, je vous avais proposé un paragraphe 3 sur le sacrifice de l'animal symbole, en vous montrant que ce n'est pas parce que l'on tue l'animal pour s'en nourrir qu'on n'a pas développé un rapport de sacralisation de l'animal. Il n'est pas qu'un objet à consommer, il est aussi un être plus ou moins digne d'être sacrifié pour nous. Et je vous avais montré comment, paradoxalement, on pouvait donner une dignité à l'animal que l'on tuait, en m'appuyant donc sur le silence des bêtes de cet auteur. J'en arrive à un grand 2, où je suis encore ce rapport très chronologique, vous l'entendez bien, de la domestication à l'exploitation. C'est le titre de ce grand 2, de la domestication à l'exploitation. Alors je vais revenir sur le paragraphe 2 en fait, de mon grand 1, où j'avais un petit peu, mais très généralement, abordé la question de l'élevage. Cette fois, nous allons aborder cette question très en détail en nous appuyant sur les acquis d'une science très intéressante de nos jours qui est une science qui mêle la connaissance de l'animal, la zoologie, et la connaissance des temps très anciens, préhistoriques, l'archéologie. On l'appelle l'archéozoologie. Alors, petit rappel, nous avons vu que la sécurité alimentaire permettait aux hommes de hiérarchiser autrement le vivant. Les dieux étaient tout en haut, l'animal était tout en bas, et l'homme était un intermédiaire entre les deux. Nous avons insisté donc sur la manière dont, par des rites et des sacrifices, l'homme cherchait à s'attirer la faveur des dieux et à asseyer sa domination sur l'animal, quoique l'inscrivant dans une dignité tout à fait paradoxale. C'est dans ce contexte symbolique particulier que s'est développée la domestication et l'élevage animal, et j'ai eu envie de revenir très en détail sur les grandes étapes de cette domestication pour que vous compreniez un petit peu les enjeux de fond et que vous abordiez les problématiques très contemporaines, puisque vraiment la singularité de cette notion que nous avons cette année au programme, c'est qu'elle fait l'objet d'une refonte complète depuis à peu près 30 ans. Donc c'est vraiment un sujet contemporain s'il en est, l'animal. Mais j'essaye, en allant chercher du côté de cette analyse très lointaine que l'archéologie nous offre, de vous montrer que ces problématiques, elles sont ancrées dans un temps beaucoup plus long qu'on ne l'imagine. Alors je vais m'appuyer sur des travaux, je vous le disais, d'archéozoologie. Ça m'intéresse de travailler ainsi, de ne pas simplement attaquer le thème par le biais de la philosophie, même si bien évidemment des auteurs de philosophie pourront être mobilisés dans les parties ultérieures. Alors, petit rappel chrono, parce que j'ai besoin que vous ayez des idées claires sur ces questions. Donc, au Proche-Orient, je vous rappelle que l'humanité, elle naît en Afrique, elle remonte par le Proche-Orient, par le croissant fertile, etc. Elle remonte ensuite vers l'Europe et vers l'Extrême-Orient d'autre part. Donc, tout commence au Proche-Orient. L'humanité s'est sédentarisée alors qu'elle est encore une humanité qui chasse et qui cueille, mais elle le fait sur des espaces qui sont apaisés du fait de l'entrée dans l'Holocène, qui est climatiquement beaucoup plus serein. L'Holocène est l'ère dans laquelle nous vivons encore, d'un point de vue géomorphique, et c'est vrai que c'est une approche qui m'intéresse parce que l'homme a eu moins besoin de se déplacer, et forcément sa sédentarisation va avoir des effets sur sa manière de traiter les animaux. Donc on constate que la sédentarisation, c'est en gros entre moins 40 000, donc on est en plein mésolithique, moins 40 000, et moins 14 000, et ça devient vraiment récurrent vers cet âge-là, vers moins 14 000.
Ce sont encore, je vous le disais, des chasseurs-cueilleurs, ça veut dire qu'ils n'ont pas encore créé l'agriculture et l'élevage. Ils vont le faire très rapidement, puisque lorsqu'on voit des foyers de sédentarisation, très rapidement, sur ce temps-là, c'est toujours relatif, mais en gros, un millier d'années ou 2 milliers d'années après la sédentarisation, en général, on commence à avoir des premières traces d'agriculture, et puis 1000 ans plus tard encore, à avoir des traces d'élevage. Ça commence par l'agriculture, et ensuite, ça se poursuit avec l'élevage. Donc je vous disais à peu près moins 14 000 pour la sédentarisation vraiment accomplie au Moyen-Orient. L'élevage, l'agriculture se déploie vers moins 12 000 et l'élevage vers moins 10 000, moins 9 000. Bon, ça dépend un petit peu des lieux. C'est une époque également où se déploie la poterie. On est entre moins 9 000 et moins 10 000. Et ça se poursuivra par le développement des villages, des villes, qui sont ces villages et ces villes environnés de campagnes productrices. C'est parce que l'élevage et l'agriculture peuvent nourrir ces villes et ces villages que ces villes et ces villages se mettent à exister. Donc ce sont des villes qui sont entièrement dépendantes des campagnes productrices. Et puis, naissance de l'écriture qui va d'abord servir à comptabiliser les productions des campagnes et leur stockage dans les villes. En Extrême-Orient, je passe cette fois du Moyen-Orient à l'Extrême-Orient, les choses se font selon une temporalité un petit peu différente. Alors, on sait que la poterie a été connue à moins 20 000, donc vous voyez que c'est beaucoup plus tôt, puisque chez nous c'est moins 9 000, enfin au Moyen-Orient c'est moins 9 000, donc moins 20 000. La sédentarisation survient par contre avec un léger retard, puisqu'on la date à moins 10 000 environ. L'agriculture vers moins 9 000, l'élevage vers moins 8 500, l'écriture et les cités, qui sont toujours conjoints, vers moins 4000, donc vous voyez qu'il y a quand même à peu près 2000 ans d'écart par rapport au Moyen-Orient, moins 4000 seulement. Et pour situer le rapport à la France dans ces temps longs, considérez que la France ne connaît l'élevage qu'à partir de moins 5500, 5100, à peu près, le temps que ça nous arrive du Proche-Orient, et ça met à peu près 2000 ans pour intégrer l'Europe orientale dans un premier temps et l'Europe occidentale dans un second. Alors nous avons parlé de l'élevage qui se déploie au néolithique, mais je vais m'appuyer sur des analyses d'un monsieur qui s'appelle Jean-Denis Vigne, comme la vigne, qui est un archéologue important sur ces questions alimentaires, puisqu'il est grand spécialiste des interactions hommes-animaux et de la notion de domestication et de tout début de l'élevage. Je vais m'appuyer notamment sur un ouvrage de lui qui s'appelle « Les débuts de l'élevage ». C'est un chercheur au CNRS qui, à mon avis, est un des auteurs majeurs en ce moment sur ces questions. C'est pour cela que j'ai eu envie de m'appuyer sur ses travaux. Je vous redonne son nom, Jean-Denis Vigne. Alors, qu'est-ce qu'il nous rappelle dans un premier moment de son étude? C'est que les espaces, pendant très très longtemps, n'ont pas été marqués par l'homme. C'était des espaces vierges, des espaces primitifs, des espaces sauvages. À partir du néolithique, les espaces qui n'étaient pas ou très peu marqués par la présence humaine vont de plus en plus être marqués par cette présence. Autrement dit, l'homme est en train de façonner le paysage. C'est ce qu'on appelle anthropisation. Ce concept est très important, j'y reviendrai à plusieurs reprises durant ce premier paragraphe. Et je vous rappelle donc que dans cette vaste partie intitulée de la domestication à l'exploitation, le premier paragraphe aura pour titre, le titre suivant, l'intégration de l'animal dans des écosystèmes anthropisés et anthropiques. L'intégration de l'animal dans des écosystèmes anthropisés et anthropiques. Alors vous voyez donc qu'il y a une distinction notionnelle à faire entre l'anthropisation, les espaces anthropisés et les espaces anthropiques. J'y reviendrai avec vous plus en détail tout à l'heure. Donc je vous le disais, l'homme est en train, à partir du néolithique, de façonner son paysage. Comment il le façonne ? Durant cette anthropisation, eh bien, il commence à cultiver des champs, il devient agriculteur, donc forcément pour cela il a besoin de déboiser certains espaces, de les défricher, de les ameublir. Donc tout cela opère en effet un premier phénomène d'anthropisation dans la mesure où en effet le paysage va changer sous l'effet de son action. Des animaux qui vivaient jusqu'à présent dans des écosystèmes naturels, comme la forêt, les bois, etc., se mettent à s'approcher de ces écosystèmes anthropisés que sont en train de forger les animaux.
L'impact, je vous le disais, de l'homme sur l'espace environnant est très net et ça peut attirer des animaux qui vont profiter d'espaces défrichés, mais qui vont être également attirés par les cultures de l'homme, qui vont piller les cultures de l'homme. Donc ils s'approchent de ces espaces et s'approchant de ces espaces, ils entrent en une certaine familiarité avec l'être humain, car ils occupent de plus en plus donc ces espaces anthropisés. La deuxième notion que j'ai abordée dans mon titre, qui est l'espace anthropique, donc espace anthropisé ou espace anthropique, désigne plutôt ce qui va se caractériser l'histoire à partir de moins 6000, c'est-à-dire ce moment où on entre dans une urbanisation, dans la création des grands villages. Il y a le petit chat qui passe à côté, bon, un cours sur l'animal, je crois que ça s'impose. Donc, dans cet espace de la ville, cet espace citadin ou villageois, vous êtes d'accord que l'homme est créateur absolument de l'espace. Il est créateur de l'espace, ça veut dire qu'on n'est pas du tout dans le système seulement d'un changement de paysage, comme c'était le cas par ces champs qui étaient labourés et donc l'homme y laissait sa patte. Ce sont des espaces qui sont entièrement de la main de l'homme. Un village, un bâti, c'est entièrement de la main de l'homme. C'est pour cela qu'on propose la notion d'espace anthropique pour caractériser vraiment ce façonnage qui est le propre de l'homme. Alors, dans ce contexte, bien évidemment, anthropique, il y a là aussi de nouveaux rapports avec les animaux et nous allons en parler. Ce que j'aimerais peut-être pointer juste pour que ce soit définitif, et je pense que vous le mesurez assez, c'est que nous ne sommes jamais sortis de cette approche d'anthropie, puisque nous avons créé des villes, mais ensuite nous avons créé ce qu'on appelle les grands empires. À partir de moins 4000, on crée les grands empires dans le monde. Puis il y a eu l'industrialisation et enfin la mondialisation. Donc on est de plus en plus dans un monde anthropique. Alors comment réagissent les animaux face à ces espaces divers? Alors certaines espèces animales fuient nos espaces anthropisés et anthropiques. On les appelle ces races animalières anthropophobes, puisqu'elles ont en quelque sorte la haine de la race humaine, elles la fuient. Alors qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont rester, ces races animalières, dans des écosystèmes naturels, comme par exemple des forêts primaires ou dans des espaces sauvages. C'est le cas, je vous donne quelques animaux qui font partie de ces espèces anthropophobes. L'ours, bon, c'est presque légendaire, le castor, la marmotte, le lynx, le cheval sauvage, le mouflon, l'auroch. Alors certaines espèces animales, en revanche, vont devenir anthropophiles, littéralement qui aiment l'homme. Ça veut dire qu'elles vont s'adapter et vivre au plus près des êtres humains, notamment dans les champs ou dans les espaces transformés par les êtres humains, les paysages qui ont été créés par l'homme. Alors ça peut être le renard, le lièvre, le lapin, le sanglier, le loup, le chevreuil, etc. On ne va pas faire une liste exhaustive, mais enfin voilà, des animaux qui vivent pas très très loin de chez nous, aux abords donc de nos champs. Et d'autres enfin vivent avec nous, c'est-à-dire cette fois dans les espaces anthropiques, dans les villes. Ce peut être le rat, la souris, le hérisson, qui vit là à côté de chez nous, etc. On va parler à leur propos d'espèces ou de taxons, je reviendrai sur ce terme de taxon que je vais beaucoup utiliser pour que ce soit clair avec vous. On parle d'espèces ou de taxons commensaux, d'espèces commensales. Alors qu'est-ce que ça veut dire commensaux? Ça vient de cum, C-U-M, qui veut dire en latin avec, ensemble, et mensa, qui désigne la table à laquelle on mange. Donc la commensalité, puisque ça a quand même donné, vous le voyez, un terme en français qui est la commensalité, c'est le fait de manger à la même table, de manger tous ensemble, dans des banquets par exemple. C'est l'art du banquet, de la convivialité. Et donc, après tout, ces animaux, rats, souris, hérissons, ils vivent avec nous parce que c'est comme s'ils mangeaient un peu à notre table. Ils mangent nos déchets par exemple. Ou dans nos jardins, les légumes que nous cultivons dans notre potager. C'est-à-dire qu'ils sont très très dépendants de notre présence et ils s'accommodent parfaitement d'ailleurs de cette présence. Donc vous voyez, des animaux se maintiennent éloignés de nous, des animaux se rapprochent de nos espaces anthropisés et des animaux vivent véritablement avec nous. C'est ce qu'on appelle donc les animaux commensaux ou les taxons commensaux. Alors pour ce qui est de taxons, c'est un terme qu'on utilise beaucoup dans l'analyse du règne du vivant. Ça a donné la taxinomie par exemple, qui vient du mot grec taxis,
Taxis, ça veut dire la mise en place, la mise en ordre de quelque chose. Alors dans l'ordre du vivant, on va classer les vivants en fonction des caractères communs qu'ils présentent, et c'est ce qu'on appelle donc un taxon. Ce sont des animaux présentant des caractères communs. Donc là, en l'occurrence, des taxons commensaux, ils ont en commun la commensalité, c'est-à-dire qu'ils vivent avec nous, pas très loin de chez nous. Alors pour vous donner un exemple très concret, le chien est un animal donc commensal, il vit à côté de nous, il mange avec nous, parfois même, vous le voyez là pour le chat, il est vraiment à côté de nous, et ils ne craignent pas les hommes, ou du moins le craignent moins. Ils ont trouvé des avantages à vivre auprès de nous, d'abord parce qu'ils mangent nos restes, mais également parce qu'ils sont souvent débarrassés de leurs prédateurs. Si leurs prédateurs craignent les hommes, ils sont restés dans la forêt et ils sont ainsi donc débarrassés. Alors je pense notamment au chien qui a très très longtemps servi à nettoyer l'espace de déchets alimentaires humains. C'est encore le cas dans de très nombreux bidonvilles du monde où on voit des chiens qui mangent des restes. Et ça, c'est vraiment une des fonctions de l'animal commensal, manger les restes des hommes et trouver son compte finalement à vivre au plus près de nous. Alors vous le voyez, donc c'est vrai que les animaux sont chassés par l'homme depuis que l'homme existe, mais les animaux aussi se nourrissent auprès de nous et ont tout intérêt parfois à nous fréquenter. Alors j'aimerais, avant d'aborder le paragraphe 2, revenir sur un aspect méthodologique de cette archéozoologie, parce que vous pourriez vous demander, mais comment est-ce qu'on peut distinguer sur des restes dans des fouilles d'ossements animaliers aussi nettement si on a affaire à un animal sauvage, à un animal domestique, etc. Alors ce qu'on utilise en archéozoologie, en effet, donc tout par des fouilles, on va découvrir des ossements. Alors il y a des ossements qui sont en tas et qui sont en fait les poubelles des hommes de la préhistoire, des tas d'ossements que l'on va pouvoir identifier en les resituant dans leur contexte. D'abord, dans quelle couche les a-t-on trouvés, donc à quelle période. Ces ossements, on va les dater, on va les resituer dans un espace, dans un contexte particulier, et on peut identifier, par exemple sur une mâchoire, quelle est l'espèce, quelle est la lignée régionale dans l'espèce, quel est le sexe de l'animal, est-ce que cet animal était sain, est-ce qu'il était malade, de quelle maladie est-il mort par exemple, s'il est mort d'une maladie. Si c'est un animal domestique, quel a été l'âge auquel on l'a abattu, comment on l'a abattu, avec quels outils. Est-ce qu'on l'a découpé, notamment avant de le cuire, il y a une découpe, c'est l'art du boucher. Avec quelle technique on l'a découpé? Et y a-t-il eu cuisson? Et quel type de cuisson? Donc en fait, on a énormément de renseignements à partir de ces données d'ossements. Et c'est vraiment à partir de tout ça que les archéozoologues vont travailler. Alors par exemple, si on compare un animal sauvage, qui est trouvé et daté de moins 9000 environ. Donc je vous rappelle que moins 9000, c'est vraiment les tout débuts de l'élevage, mais c'est quelque chose qui va plutôt se déployer dans les années d'après. S'il meurt après avoir été chassé, il ne meurt pas par exemple au même âge qu'un animal élevé, parce qu'un animal élevé est abattu très tôt. Pourquoi? Parce que ce sont des bêtes qu'on veut tuer à l'âge adulte, une fois qu'elles ont atteint, lorsqu'on les a nourries, leur poids maximum. On n'a aucun intérêt à maintenir l'animal vivant encore longtemps parce qu'il faudrait pour cela le nourrir et lui accorder des soins. Or, il a atteint donc, son poids de forme en quelque sorte, celui qui intéresse l'être humain qui va vouloir l'abattre, si bien qu'on attendait simplement que les animaux atteignent en gros la fin de leur croissance pour les abattre, alors que chez les animaux sauvages, c'est beaucoup plus rare, ils vivent plus longtemps. On a également des indicateurs dont je reparlerai un petit peu plus tard, qui sont des indicateurs de morphologie. C'est qu'on a réalisé qu'un animal domestique rapetisse par rapport à l'animal sauvage correspondant. C'est un des effets biologiques de la domestication et c'est très très sensible, si bien qu'on peut en effet indiquer par des courbes la taille de l'animal. À moins 9000 par exemple, elle va être supérieure, et puis ensuite on a une chute de la taille de l'animal qui indique que cet animal a sans doute été domestiqué. Donc voilà pour ce paragraphe 1 où j'insistais surtout sur le fait que l'animal intègre des espaces humains, anthropisés ou anthropiques, si bien que son statut a littéralement changé.
J'en arrive donc à un petit 2 que j'ai intitulé la domestication. Donc c'est très simple, hein, ça va être une analyse notionnelle de ce terme, mais aussi une analyse des grandes étapes abordées par l'archéozoologie de ce qu'a été la domestication, qui est un processus assez complexe. Alors d'abord, on va considérer que la domestication, c'est un des cas particuliers de cette restructuration des rapports entre l'animal et l'homme qu'on a évoqué tout à l'heure à travers l'anthropisation des espaces. Des espèces sauvages sont devenues des espèces anthropiques, ont quitté les espaces naturels et ont regagné des espaces anthropisés. Ces mêmes espèces anthropisées vont sans doute parfois donner naissance à des populations qui vont pénétrer plus avant dans les espaces anthropiques, dans les espaces humains, c'est-à-dire entrer dans la maison des hommes. Or, le terme domestique vient du latin domus, et domus, c'est la maison. Littéralement, l'animal domestique, c'est celui qui vit dans la maison, donc vous voyez bien que c'est l'animal intégré dans un espace anthropique, plus que encore anthropisé, puisqu'il est entré chez nous. Alors, lorsque le chasseur-cueilleur entre dans la période de l'Holocène, commence la domestication d'autres races que le chien. Je vous avais indiqué dans un cours précédent que le chien, c'était le seul animal qui avait été domestiqué dès le Mésolithique pour aider l'homme à chasser, mais les domestications vont se succéder beaucoup plus rapidement à partir de l'entrée dans le Néolithique, dans la période de l'Holocène. Et là, vous avez toute une pléiade d'animaux qui vont être petit à petit domestiqués, la chèvre, le mouton, le porc, le bœuf, le chat. Dès le début de l'Holocène, on sait que ces animaux sont connus au Proche-Orient et domestiqués. On est aux alentours de moins 9000, moins 8000 au Proche-Orient, puisque c'est vraiment le premier foyer de domestication de l'animal dans le monde. Ensuite, on a un étalage dans les espaces différents, Extrême-Orient, Europe, qui se fait sur à peu près 4000 ans. Donc, par exemple, le porc est introduit en Extrême-Orient vers moins 6000, l'âne vers moins 4000. Le chameau et le cheval ne sont domestiqués que vers moins 3000, c'est assez tardif. En Amérique du Sud, on a également des foyers de domestication, alors qu'il est fort improbable qu'il y ait eu influence de ces espaces du Moyen-Orient, puisqu'il n'y a pas eu de communication de culture entre le Moyen-Orient et le sud de l'Amérique. Alors c'est vrai que les hommes sont passés par le détroit de Bering assez rapidement et ont colonisé donc toute l'Amérique du Nord, puis ensuite l'Amérique du Sud. Mais il y a vraiment, et c'est ce qu'essaie de montrer Vigne, il y a vraiment chez l'être humain une capacité très spontanée à domestiquer. L'animal humain a des capacités de domestication inouïes, puisque dans tous les espaces qu'on connaît du monde entier, la domestication s'est faite. Alors pour ce qui est de l'Amérique du Sud par exemple, c'était le lama, l'alpaga, le canard. Bon. Puis en Amérique du Nord, c'est la dinde, le dindon, qui est domestiqué. Alors c'est assez tardif. Par exemple, le dindon, on pense que c'est à peu près vers le début de notre ère, donc 0. Et puis ces domestications se poursuivent jusqu'à nos jours. Petit rappel par exemple, le lapin, le canard, c'est vers l'an 1000 dans le sud-ouest de la France, hein, c'est encore un haut lieu de la culture de ces deux animaux. Le lapin en Espagne, puis ensuite donc, ça traverse les Pyrénées et ça atteint le sud-ouest de la France. Donc on est vers 1000 après Jésus-Christ, donc vous voyez que c'est assez tardif. Et ça continue puisque on sait par exemple que le XXe siècle est caractérisé par la domestication des ressources piscicoles, donc poissons, crustacés, etc. Alors, j'en arrive à analyser plus en détail ce que c'est que la domestication en tant que telle. Qu'est-ce qui se passe chez l'animal qui, en quelque sorte, était sauvage et devient domestique? Par quelles étapes en passe-t-il? Et qu'est-ce qui se passe au niveau biologique, puisqu'on est capable d'analyser ces transformations au sein de l'animal? Donc, on a vu que l'animal venait vivre dans le domaine humain, dans la domus, ce qui faisait de lui un familier, il est presque intégré à la famille. Le mouflon, par exemple, qui est un animal sauvage, est devenu dans cet environnement nouveau le mouton domestique. Comment s'est fait cette transition? Alors, on sait d'abord que si ces animaux se sont attachés à nos espaces anthropisés, c'est parce que c'était des espaces où ils étaient protégés. Alors cet environnement protège ces espèces de leurs prédateurs naturels, les soustrait à des rencontres qui pourraient être dangereuses pour eux,
Les soustrait d'ailleurs à des rencontres avec d'autres espèces qu'ils rencontreraient naturellement dans ces espaces sauvages et qu'ils ne rencontrent plus et avec lesquels ces animaux étaient parfois en compétition. Donc je me libère de prédateurs et je me libère également d'animaux avec lesquels j'entrais en compétition. Lorsque je parle de compétition, c'est essentiellement une compétition alimentaire. En revanche, ça me met, moi, animal, dans le contact permanent, ou du moins fréquent, avec l'un de mes prédateurs essentiels, à savoir l'homme, ce qui peut être générateur de stress. Donc, il y a, vous le voyez, des avantages et des inconvénients pour ces animaux. Mais s'ils ont voulu, donc, en quelque sorte, s'approcher de ces espaces, enfin, s'ils ont fait cet effort de s'approcher de ces espaces anthropisés puis anthropiques, c'est qu'ils y trouvaient, en quelque sorte, du point de vue de leur survie, leur compte. Alors, on a réalisé que lorsqu'un animal donc, est domestiqué, il est moins soumis à ses prédateurs naturels, il est moins en compétition avec d'autres animaux, il est plus stressé parce qu'il est dans un domaine à forte pression anthropique, ce qui n'est pas du tout évident pour lui, puisque l'homme est omniprésent et que c'est un des prédateurs importants générant du stress, et puis qu'il est en compétition non plus cette fois donc avec des races ou avec des espèces différentes, mais au sein de la même espèce, les individus entrent en compétition les uns avec les autres. Donc, je sais pas, par exemple, 2 moutons vont entrer en compétition pour obtenir le plus d'herbe, 2 vaches qui vont vouloir manger l'une d'abord et l'autre après, peuvent entrer en compétition l'une avec l'autre, alors que c'est assez rare dans le milieu, on va dire, sauvage. Et puis, ces animaux vont connaître quelque chose qu'ils ne connaissaient pas beaucoup à l'état sauvage, c'est plus qu'une promiscuité, plus qu'une proximité, une promiscuité, excusez-moi pour ce lapsus. Ils pouvaient connaître la proximité, c'est-à-dire le fait d'être proches les uns des autres, mais la promiscuité, c'est-à-dire être au coude à coude, être vraiment enfermés dans un même enclos, ce sont des situations que les animaux connaissent très très peu. En général, dans un état naturel, ils gardent toujours une juste distance, qui est donc, vous le voyez, plus difficile à maintenir lorsqu'elles sont possédées par des hommes et donc dans des enclos. Alors, là aussi, stress supplémentaire, compétition entre individus, promiscuité plus grande, génératrice de stress. Alors, est-ce que le stress a des effets génétiques directs? Non, en tout cas pas sur l'individu lui-même. Cela va avoir des effets sur le fœtus de l'animal porté donc par la femelle stressée. Donc ce qu'on a vu au niveau donc, génétique, c'est les transformations dans le développement du fœtus. Pourquoi? Parce que le stress va engendrer, et c'est le cas notamment aussi chez l'être humain, des modifications hormonales, et ces modifications hormonales vont avoir un impact sur la gestation, donc sur la forme du fœtus. Et l'archéozoologie a démontré notamment que des transformations phénotypiques avait lieu. Alors qu'est-ce que j'appelle le phénotype? Je vous rappelle, enfin, je pense que c'est des choses qu'en biologie vous avez traitées, mais enfin bon. C'est le phénotype, un ensemble de traits, de caractères qui sont visibles, observables chez le vivant. Je sais pas, par exemple, vous avez des fleurs d'une couleur et puis vous avez la même catégorie de fleurs ou espèce de fleurs qui a une couleur différente. On va dire qu'il y a une différence phénotypique entre elles puisqu'il y a une différence de couleur. Donc c'est des choses qui sont visibles quasi à l'œil nu. On est capable, par exemple, de bien distinguer, je sais pas moi, le museau d'un loup d'un museau de chien. Il y a des différences phénotypiques. Alors, ce qu'on a vu par exemple, c'est qu'on pouvait avoir des transformations phénotypiques qui existaient au sein de taxons très différents. Par exemple, vous prenez des mammifères qui ont été domestiqués, des oiseaux domestiqués, ou même des poissons, des animaux marins domestiqués, et ils vont tous connaître une même transformation, ou du moins une transformation similaire, notamment en perdant une ou 2 tailles. Donc le rapetissement de l'animal domestique est assez étonnant parce que c'est vrai qu'on s'imagine souvent, parce que si on va je sais pas, aux journées là, de l'agriculture à Paris, on voit des gros bestiaux comme ça, on se dit mon Dieu, mais oui, mais enfin ils ont été bien sûr transformés par le biais de techniques, notamment alimentaires, etc., très très modernes, mais si on analyse la domestication sans ces éléments scientifiques, techniques très précis que le XXe siècle a apporté, eh bien c'est exactement le contraire que l'on observe, c'est-à-dire que l'animal est moins robuste, plus petit, et on le voit notamment donc en comparant les systèmes osseux de ces animaux qui vont perdre une taille, 2 tailles, etc.
Et ça vaut, je vous le disais, quel que soit le taxon, des taxons très très différents, mammifères, poissons, oiseaux, etc., peuvent très bien être eux-mêmes travaillés par, du fait de la forte pression anthropique, des transformations de leur phénotype. Donc je vous le disais, l'animal domestique est souvent de plus petite taille que le sauvage. Son pelage peut changer de couleur, ça aussi c'est un des éléments phénotypiques connus. Lorsque l'animal est à cornes, eh bien, ses cornes peuvent changer de forme, elles peuvent changer de longueur. C'est le cas notamment chez les ongulés, chez les animaux qui ont des ongles. On a également un raccourcissement de la face. Je vous parlais du museau et du crâne chez les chiens. Alors on a réalisé par exemple que le loup a une espèce de ligne de profil grec, hein, la ligne du front et du museau est très lisse, très harmonieuse, alors que chez le chien on va avoir une cassure, hein, à ce niveau, et ça aussi c'est des éléments qu'on va observer chez la plupart des chiens qui sont essentiellement des animaux donc domestiques à partir du loup. On va avoir des changements dans la voix, dans la manière dont l'animal communique. Par exemple, le chat sauvage ne miaule pas. Un chat qui miaule, c'est un chat qui vit dans un système anthropique et qui a appris à communiquer. Le loup n'aboie pas, le chien oui. Là aussi, transformation au niveau de la manière dont les vocalises se font, dont l'aboiement existe ou pas. En tout cas, il n'existe pas chez l'animal sauvage. On a également une diminution du volume crânien, notamment du cortex cérébral. Alors, est-ce que ça veut dire que les animaux domestiques sont moins intelligents que les animaux sauvages qui ont une plus grande capacité cérébrale et un plus grand cortex cérébral? Ben, c'est pas le cas. Ils ne sont pas moins intelligents, mais ils ont moins besoin de mobiliser certaines capacités sensorielles et motrices parce qu'ils vivent, on va dire, en relative sécurité auprès des hommes. Alors que lorsqu'ils étaient dans la nature, ils étaient toujours à l'affût de tous les prédateurs qui pouvaient attenter à leur sécurité. Et donc, ils n'ont plus besoin de mobiliser ces éléments sensorimoteurs, donc ils vont s'atrophier. La capacité cérébrale se redistribue autrement. Par contre, on a réalisé que les processus de communication se déployaient davantage, c'est-à-dire que l'animal domestique a gagné en capacité de communication. Enfin voilà, vous voyez à travers quelques exemples, on peut en effet bien distinguer les animaux sauvages des animaux domestiques. C'est une transformation qui se fait dans le temps. Je travaillerai sur les étapes de ce processus à présent, puisqu'on considère qu'il y a 3 étapes dans cette domestication générale. La première étape, je l'appellerai le contrôle d'animaux. La deuxième étape sera la domestication au sens fort, et notamment des animaux ongulés. Et enfin, la troisième étape sera l'élevage. Donc c'est vrai que ces notions, contrôle, domestication, élevage, elles sont souvent rabattues l'une sur l'autre, confondues. Et pourtant, vous voyez qu'on peut très bien opérer une distinction notionnelle à ce niveau. Moi, ça m'intéresse au niveau philosophique, puisque c'est par la distinction notionnelle qu'on fait de la philosophie et pas par assimilation de notions proches. C'est toujours en distinguant qu'on analyse et pas en assimilant. Et donc, ces 3 notions, spontanément, on a tendance à les assimiler. On a l'impression que contrôler un animal, c'est déjà domestiquer, le domestiquer, c'est déjà l'élever. Alors, vous allez voir que ce sont des étapes très différentes, enfin du moins relativement différentes, dans ce processus global qu'on appelle vulgairement domestication. Ces 3 étapes manifestent une sorte d'intensification progressive de la relation entre l'homme et l'animal. C'est-à-dire forcément, dans le contrôle d'animaux, il y a moins d'interaction homme-animal qu'il y en aura dans l'élevage, par exemple. Il y a intensification dans ce processus continu qui passe donc du contrôle à l'élevage. Alors, qu'est-ce que j'appelle contrôle d'animaux? J'appelle contrôle d'animaux le contrôle des animaux sauvages. Les animaux vivent donc dans leur milieu naturel, non anthropisé, et vont s'approcher d'espaces anthropisés, et petit à petit l'homme va savoir les attirer, ces animaux, va savoir les utiliser. Il peut contrôler des animaux sauvages sans pour autant les domestiquer, c'est-à-dire sans qu'une transformation biologique, comme celle que je viens de vous décrire, ne se fasse. L'animal reste un animal sauvage, il n'y a pas de modification du phénotype, mais cet animal s'est soumis en quelque sorte à un relatif contrôle de la part de ce chasseur qui est en train de devenir petit à petit un futur éleveur.
Alors ça peut se manifester notamment par la mise en captivité de ces animaux sauvages, mais la mise en captivité ne suppose pas d'emblée une domestication pour autant. Tous les animaux ne sont pas domesticables, il y en a qui vont rester sauvages même s'ils sont retenus en captivité. Alors pour la première étape, on va la faire remonter, donc je repars sur le Proche-Orient puisque c'est la zone sur laquelle Vigne a le mieux travaillé, puisqu'il a fait notamment des chantiers de fouilles en Syrie et à Chypre, dans l'île de Chypre, qui, à mon avis, importent beaucoup pour la compréhension de ce tout début de l'élevage. Alors, au Proche-Orient, donc, vont naître agriculture et un peu plus tard élevage. Pour l'agriculture, c'est essentiellement des céréales et des légumineuses, et puis pour l'élevage, donc, on est essentiellement dans des ovins et des caprins, donc des chèvres, des moutons, etc. Et donc cet élevage qui, durant la période néolithique, se déploie essentiellement durant une période qui est moins 9500, moins 8500 pour les premières formes de cet élevage, se déploie de plus en plus. Alors il existait déjà, je vous l'ai dit, moins 14 000 des villages de chasseurs-cueilleurs. On était encore chasseurs-cueilleurs en ce temps-là, mais on était déjà sédentarisés, donc il y a eu sédentarisation bien avant qu'il y ait agriculture et élevage, et on pense que c'est durant cette période où l'homme est devenu sédentaire qu'il commence à contrôler des animaux sauvages. Donc on n'est pas encore dans l'agriculture et dans l'élevage, mais on est déjà dans une période où on trouve des animaux qui vivent auprès des hommes. Alors c'est les souris, les chats, sans doute parce qu'ils viennent manger auprès des hommes, puis fuient à nouveau, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas encore des animaux commensaux, mais ils sont en train petit à petit de le devenir. On a contrôle d'espèces sauvages, comme le chat par exemple, qui est un animal sauvage. Le chat est d'ailleurs consommé par l'homme. On a trouvé des traces d'os calcinés et calcinés par des modes de cuisson et pas par un charnier pour faire mourir, par exemple, le chat. Non, c'était bien une cuisson. Donc on sait qu'il a été mangé. Il est en quelque sorte non encore domestiqué, mais il est déjà, vous le voyez, dans une présence auprès des hommes, et l'animal, manifestement, sait contrôler cet animal. Alors c'est assez singulier d'avoir prouvé la chose, puisque pendant très très longtemps on a considéré que l'âge durant lequel le chat était vraiment entré en familiarité avec l'homme, puis ensuite avait été domestiqué par lui, c'était moins 1500 en Égypte, donc vous voyez qu'on remonte beaucoup plus loin, puisque là on est vers moins 8500 avant Jésus-Christ. C'est pas de l'élevage, parce qu'on implante des chats, mais aussi des sangliers, qu'on a déplacés de leur milieu naturel, qu'on a pris en captivité, et que l'on déploie dans d'autres espaces, je pense notamment à l'île de Chypre, donc les animaux vont devoir y rester puisque c'est une île. C'est leur nouveau lieu, ils y vivent sauvages encore, même s'ils mangent peut-être les détritus des êtres humains, mais ils restent des animaux sauvages. Mais par contre, le fait qu'ils aient été implantés, c'est le cas, je vous le disais également, du sanglier, prouve que l'homme a déjà une forme de maîtrise, il est capable de chasser et de maintenir en captivité un animal et de le déplacer dans un espace qu'il colonise. Deuxième étape, la domestication à proprement parler, on considère que c'est à peu près vers moins 8500 que les ongulés, ovins, bovins, etc. vont être domestiqués. Alors là aussi, on a bien constaté une diminution de la taille de ces animaux par rapport aux sauvages. L'auroch, qui est à l'origine des bovins, est plus massif que les bovins domestiqués durant cette période, donc il y a une vraie différence. Et puis on a remarqué également, ça c'est un des facteurs importants que souligne Vigne, c'est que dès qu'on domestique un animal, la différence de taille entre mâle et femelle s'amenuise. C'est vrai qu'à l'état sauvage, il y a une vraie différence de taille entre le mâle et la femelle, mais petit à petit, elle diminue cette différence au point d'être quasi négligeable, et c'est un des autres indices de domestication qu'il met en évidence. On a constaté que les villages augmentaient en taille, que la démographie humaine était à ce moment-là plus dense, et donc vers 8500 avant Jésus-Christ, la domestication commence, et 1000 ans plus tard, vers moins 7500 avant Jésus-Christ,
on a réalisé que l'homme commençait à consommer davantage de viande domestique que sauvage, j'y reviendrai sur ce point. On le sait notamment en pesant le ratio d'os d'animaux sauvages et d'os d'animaux domestiqués, et on voit que il est différent selon qu'on est en moins 9000, où là on a 80% de la viande chassée et à 20% de la viande d'animaux domestiques, alors que vers moins 7500, on est plutôt à 50-50, et 500 ans plus tard, on est plutôt à 15% de viande chassée et le reste de viande d'animaux élevés, domestiqués. Donc on considère qu'à partir de moins 7500, on entre vraiment dans une pratique d'élevage. Alors qu'est-ce que c'est une pratique d'élevage? C'est lorsqu'on fait se croiser des animaux qui vont avoir des caractéristiques phénotypiques particulières. Donc c'est vraiment l'animal domestique a changé de forme et maintenant on est capable de les croiser, c'est-à-dire qu'on a une telle maîtrise de ces animaux qu'on sait en quelque sorte les sélectionner dans une certaine mesure. L'élevage se diffuse à partir de moins 7500, toujours dans ce Moyen-Orient, ce Proche-Orient. Alors c'est une diffusion qui va atteindre petit à petit l'Europe, c'est assez lent, puisque on sait que c'est moins 6500 pour la traversée du Bosphore, donc on passe, vous voyez, du Moyen-Orient à l'extrême orient européen. Ensuite, on avance, on en trouve en moins 5600 en Italie, au sud de l'Italie, ça remonte, moins 5300 en Allemagne, moins 5100 en France, moins 4500 en Irlande et moins 3600 en Écosse. Donc c'est une diffusion qui est très lente, mais dans tous ces espaces, donc pour nous à peu près moins 5100, pour l'Écosse c'est plus tardif, moins 3600, on a retrouvé des ossements de bœufs, notamment par exemple en Ardèche. Il y a un site sur lequel on a trouvé des souches qui ont été manifestement domestiquées au Proche-Orient à peu près 2 ou 3 millénaires avant. Et cela, on en est sûr, puisque par l'étude de l'ADN de ces animaux, puisque dans certains zoos, on a pu trouver un ADN qui était lisible, on a réalisé qu'il y avait eu une transformation au niveau biologique de l'auroch sauvage en bovin domestique, et ces bovins domestiques du néolithique, qui sont à 13 mutations génétiques de l'auroch. Donc entre l'auroch sauvage et le bovin domestique, il y a 13 mutations génétiques. Et bien entre l'ADN d'un bovin domestiqué au Proche-Orient et un bovin domestiqué au fin fond de l'Ardèche, il y a le même phénotype et il y a le même patrimoine génétique. Donc on est bien dans cette idée qu'on est les héritiers de quelque chose qui nous a été culturellement, des pratiques, des savoir-faire transmis depuis ce Moyen-Orient. Alors on ne sait pas tout à fait dans le détail si ces élevages n'étaient utilisés que pour la viande. L'un des travaux importants de Vigne, ça a été tout un travail sur les usages que l'on faisait de l'animal. Est-ce qu'on l'élevait pour sa viande? Est-ce qu'on l'élevait pour son lait, par exemple? C'est des choses que j'aborderai avec vous dans un moment lorsqu'on verra comment on tire profit de l'animal élevé. Alors, donc, on va préciser que le contrôle de l'animal est complexe. Il y a bien évidemment des animaux que l'on élève pour les manger un jour. Et dans ce cas-là, on utilise un vocabulaire de spécialiste. On va dire que cet animal qu'on a élevé pour le consommer va fournir des produits primaires. Donc c'est ce qu'on appelle la production primaire. Alors cette production, elle est obtenue post-mortem. Il faut tuer l'animal pour obtenir cette production. Donc c'est essentiellement la viande. Lorsque on élève en vue de la production primaire, c'est-à-dire de faire tuer, d'abattre l'animal pour obtenir sa viande, eh bien on considère que d'un point de vue culturel, cela suppose une maîtrise moindre par rapport à un animal que l'on élèverait en vue d'une production secondaire. Alors je vais m'expliquer sur ce que j'appelle la production secondaire. Donc vous êtes d'accord qu'un animal, je l'élève soit pour le tuer et obtenir sa viande, soit je l'élève pour qu'il reste en vie,
et me donne, tout en restant vivant, du lait, de la laine, c'est-à-dire toutes ces ressources qui exigent qu'il soit maintenu en vie et soigné. Or, ces éléments de soins présupposent une acclimatation de l'animal, puisqu'on le fait vivre plus longtemps, des soins particuliers, des techniques de contrôle supplémentaires par rapport à celui qu'il utiliserait en vue d'une production primaire. Donc c'est pour cela que même à l'intérieur de l'élevage, eh bien, Vigne distingue entre des techniques d'élevage en vue d'une production primaire et des techniques d'élevage en vue d'une production secondaire. D'après lui, il y a une complexification des savoir-faire lorsque on maintient en vie un animal plus longtemps et qu'on est obligé forcément, parce qu'on apprend à le traire, parce qu'on apprend à raser sa laine, un rapport, on va dire, de soins beaucoup plus intime, beaucoup plus savant aussi, que le simple fait de l'abattage de l'animal. Alors juste pour finir ce paragraphe, vous rappelez que les êtres humains sont, parce qu'ils sont chasseurs-cueilleurs durant le Paléolithique, en train de changer puisqu'ils deviennent des éleveurs et des agriculteurs, mais il faut vous représenter que l'homme n'a jamais cessé de cueillir et de chasser tout de même. Donc il faudrait absolument considérer que depuis le Paléolithique, il y a quand même une permanence, c'est que l'être humain n'a jamais complètement abandonné la chasse, n'a jamais complètement abandonné la cueillette. Alors pour la chasse, on verra que c'est dans des situations, on va dire, sociologiques un peu particulières, puisqu'on ne chasse pas pour survivre, on va chasser pour d'autres raisons, plus élitistes peut-être, sportives ou je ne sais quoi, mais en tout cas on chasse encore, c'est-à-dire que l'homme n'a jamais complètement abandonné ses pratiques très anciennes au prétexte qu'il était devenu un agriculteur ou un éleveur. Mais c'est vrai que plus on avance dans le temps, et notamment à travers le décrochage de la néolithisation, qu'on a vu se faire vers moins 9000 au Moyen-Orient, puis vers moins 5000, 4000 en Europe de l'Ouest, et bien durant cette néolithisation, c'est vrai que l'agriculture et l'élevage vont prendre davantage d'importance. Il donne un exemple que je trouve assez intéressant. Il utilise par exemple des données archéologiques sur la façade atlantique, donc ça peut être la Bretagne, le nord le Cotentin, la Bretagne, mais ça peut être également certaines côtes irlandaises, etc. Et ce qu'il analyse, c'est que c'était des hommes qui, au Paléolithique, mangeaient essentiellement des produits de la mer. Ils étaient des pêcheurs essentiellement, ou mangeaient des crustacés, etc. Mais dès qu'on entre dans la néolithisation, c'est-à-dire que les bovins et les ovins arrivent sur leur territoire, leur alimentation cesse brutalement d'être tournée vers les denrées maritimes et se tourne vers la viande. Donc il y a parfois des cassures au niveau alimentaire, une espèce de révolution alimentaire qui se font parce qu'en effet, cette découverte de l'élevage a profondément changé les manières de faire de l'homme lorsqu'il avait à se nourrir. Et c'est le cas notamment dans cette façade atlantique où il y a une vraie rupture alimentaire. C'est un peu moins vrai au Moyen-Orient, où on sent qu'on reste chasseur-cueilleur en même temps qu'éleveur et agriculteur pendant un certain temps, et on n'abandonne pas brutalement une alimentation pour l'autre. C'est beaucoup plus transitif. Voilà pour ce paragraphe 2. J'aborderai avec vous dans un prochain cours un chapitre que j'ai intitulé le petit 3 du grand 2, tirer profit de l'animal, et qui nous amène, vous le voyez, petit à petit vers cette idée que l'animal, on va l'exploiter de plus en plus. Je vous remercie de votre attention et donc je vous dis à la semaine prochaine pour la suite de ce cours. Bonne lecture et bonne écoute.